Bonjour, nous recevons le professeur Guillaume Ponsard. Bonjour. Bienvenue. Vous serez interrogé avec moi par Sophie Prévost, qui est grand reporter au Télégramme. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, une rapide présentation. Vous avez démarré, vous êtes Marseillais, vous avez démarré à l'hôpital de la Timone. Vous avez monté la maison des adolescents avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Vous débarquez à Brest en 1978. En 2018, mais c'est presque... Ah pardon, 2018, c'est plus récent, pardon. Vous êtes chef du service pédopsychiatrique du CHU. Vous avez une équipe de 150 personnes avec des médecins, des infirmières, des assistantes sociales, des orthophonistes, et donc ça fait quand même beaucoup de monde. Vous occupez notamment des enfants placés. Oui. Il y en a 2500 dans le Finistère. C'est bien ça ? Des enfants confiés, oui. Et dites-moi peut-être un mot avant de démarrer sur Marcel Ruffo. Finalement, je ne sais pas si c'est lui qui vous a formé. Vous avez travaillé avec lui, c'est un personnage. On l'a reçu à Brest. Il est très sympathique, faut dire. Oui, il est toujours. J'ai été son interne, son assistant. J'ai travaillé avec lui donc une vingtaine d'années, y compris quand il était allé à Paris. Donc voilà, il nous a beaucoup inspiré pour notre discipline. Et sa fille travaillait, Alice, à l'Élysée, au service diplomatique. Bon, Sophie, à vous. Alors moi, ma première question, elle porterait sur cette grande cause santé mentale qui alimente l'année 2025, qui a eu du mal à démarrer début 2025, déjà pour des raisons d'instabilité gouvernementale. Là, on est à 8-10 mois de la grande cause. Qu'est-ce qu'elle a changé pour la psychiatrie ? Alors là, tout de suite, ce qu'elle a changé avec certitude, c'est qu'il y a un regard à peu près homogène, à peu près organisé sur le sujet. Un des problèmes intrinsèque de la santé mentale, c'est que ça recouvre un champ extrêmement large, des comportements transgressifs, aux échecs scolaires, à la grande folie ou aux troubles mentaux très sévères. Donc c'est tellement large que on a du mal à en parler, et donc c'est quelque chose de très utile déjà qu'il y ait une cause fixée sur ce champ-là pour essayer de rassembler, de voir ce qui fonctionne dans notre discipline et voir ce qui ne fonctionne pas. Il y en a quand même pas mal aussi. Vous avez signé une tribune dans le Télégramme à plusieurs professeurs brestois. Oui. Et vous pointiez à la fois un grand espoir et puis aussi de fortes inquiétudes. C'est quoi l'espoir ? C'est quoi les inquiétudes ? L'espoir, c'est d'abord donc qu'il y a un regard un peu différent qui arrive sur ce sujet, santé mentale, ceux qui s'en occupent et surtout ceux qui en souffrent. Les grandes attentes, c'est là où on est un peu sur la réserve, c'est que certes, il manque des moyens, il n'y a pas de doute, il manque des lits, il manque des lieux de consultation, On parle parfois de grande misère de la psychiatrie en France. C'est exagéré ou pas ? Non, mais je relativise quand même par deux choses. Ça n'a jamais été très brillant, c'est-à-dire qu'on a un problème autour de notre sujet même. Le sujet de la psychiatrie, justement, ou de la santé mentale, est un sujet face auquel la population et donc l'État, les politiques sont quand même ambigus. C'est à la fois fascinant et à la fois un peu effrayant. Donc il y a toujours eu, depuis que la psychiatrie moderne existe, on va dire 2 siècles, il y a toujours eu quand même de la tension autour de nous. Donc, il y a eu quand même une amélioration incontestable, parce que les fous, au début du siècle dernier, on les enfermait et on les attachait et ils vivaient comme des bêtes. La grande rupture de ce que vous dites, c'est la fin des années 50-60. Donc en fait, à l'échelle de la civilisation, c'est absolument rien, c'est hier, les années 50-60, où effectivement, il y a les grands malades et ceux qui étaient agités, qu'on ne pouvait pas contrôler, étaient enchaînés au sens strict du terme, et donc d'énormes progrès par les médicaments qui ont permis de les déchaîner, justement, parce que il y a une civilisation qui est faite par l'intérieur d'eux. Donc, l'énorme possibilité de suivi, on va dire, en dehors de l'hôpital. Je veux dire, jusqu'aux années 60, il y a uniquement l'asile psychiatrique. C'est là où rien. Depuis, il y a énormément d'ouvertures ambulatoires, les consultations, les hôpitaux de jour, les hôpitaux de nuit, centres médico-psychologiques, etc. Sophie ? Alors justement, ça demande des moyens, parce que ce suivi en extérieur, c'est là où le bas blesse. Quel type de moyens vous attendez vraiment le plus ? Il y en a, alors c'est très simple, il y en a 2, c'est des lieux. On a un gros problème de mise à l'étroit physique, c'est-à-dire il nous faut absolument des lieux. En psychiatrie,
sans trop d'arrogance. Il faut des lieux assez beaux, c'est-à-dire il faut quand même des lieux qui ne soient pas trop contraints, effrayants, fermés, confinés. Donc il faut un petit peu d'investissement. Brest, il travaille, sur il va y les avoir murs. un beau projet. Est-ce que c'est que les dispositifs mixtes de protection Alors ça, c'est un petit... une sous-partie de la psychiatrie, c'est pour une partie des enfants dont on en a parlé tout à l'heure, les enfants placés, c'est-à-dire d'enfants maltraités qui ont des troubles comportementaux et psychiatriques sévères, mais dont les parents ne peuvent pas s'occuper, donc ils ont besoin d'être placés. Et là, il nous faut des dispositifs mixtes, à la fois de protection, d'hébergement et à la fois de soins. Voilà, mais c'est une petite partie du sujet de la psychiatrie. Peut-être avec Madeo. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vous ai coupé sur les moyens, mais... Donc, des espaces, et c'est pas du tout mineur comme sujet, il faut des espaces dans lesquels les patients se sentent assez bien. Les gens qui viennent consulter en psychiatrie sont très souvent très ambivalents. J'ai envie et j'ai pas envie, j'aimerais bien, mais qu'est-ce qu'on va faire de moi? Donc il y a une crainte aussi. Beaucoup. Il y a une crainte des patients, il y a une crainte, et donc il faut que les endroits soient très confortables, rassurants, Et le deuxième évidemment énorme moyen dont on a besoin, c'est les personnes humaines pour les accueillir. Calmement, pour les accueillir et les accompagner et les soigner et les traiter, c'est-à-dire principalement infirmiers, psychologues. Ça demande du sang-froid tout de même. Oui, mais parce que ça dérape parfois. Ça dérape ça peut déraper très souvent, mais c'est justement le cadre qu'on met autour du patient, parfois autour du patient et de sa famille, c'est-à-dire le personnel, mais formé à ça. C'est-à-dire que bien sûr que ça peut déraper, mais c'est ça le travail du psychiatre, c'est de savoir faire avec la peur, les agitations, les replis, donc c'est vraiment ça donc autour, en se mettant autour des enfants ou des adultes porteurs d'un trouble, on arrive à les contenir. On peut dire en 3 mots le but, l'objectif des actes en psychiatrie. Il faut d'abord contenir les angoisses et les peurs des personnes, qu'ils aient une grande pathologie mentale ou pas. On peut avoir sans pathologie, on peut avoir des grandes peurs. Donc, la première chose, c'est de contenir. La deuxième, c'est de tenir dans le temps, parce que c'est extrêmement rare que ça soit purement ponctuel ou purement... Et la troisième, c'est de relancer une vie psychique, c'est-à-dire, en fait, on est plus des réanimateurs psychiques. C'est-à-dire que le risque de toute pathologie mentale est de glisser vers le repli et l'enfermement psychique sur soi. On se piège soi-même, et donc c'est à nous de dénouer et de relancer la vie. Et avec un petit espoir quand même pour les parents d'enfants qui ont des pathologies mentales, c'est que la pathologie, avec le temps, quand il n'arrive pas un drame, elle s'use finalement. Pas toutes quand même. Une partie, oui, une bonne partie des pathologies de l'enfance et de l'adolescence ne s'arrêtent. Elles sont liées à la grande instabilité psychique de l'enfance. L'enfance a 2 caractéristiques. Enfin là, elle est par définition beaucoup plus instable que l'âge adulte, donc à la fois on peut s'en sortir parfois plus vite, mais on peut aussi se redégrader très vite, donc c'est beaucoup plus intense la dynamique psychique pendant l'enfance, et donc une bonne partie peuvent s'arrêter. Sur les jeunes, vous êtes pédopsychiatre, justement, les jeunes, oui. C'est votre matière, et on en parle beaucoup depuis la période Covid. Il y a toujours, vous dites encore qu'il y a un avant, un après Covid sur ce mal-être des jeunes. Il y a un avant et un après sur, on va dire, 2 sujets, mais qui sont des sujets majeurs. C'est les conduites à risque suicidaires au sens large chez les jeunes filles et même les très jeunes filles, 13-16 ans. Ça, il y a un avant ça se et confirme, et après. Ça augmente même les tendances suicidaires. Ça augmente pas depuis 3-4 ans, mais ça a suffisamment augmenté il y a 3-4 ans. Vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, qu'il y avait pas mal beaucoup plus qu'avant, de passages aux urgences. Oui, pour cette catégorie-là, c'est-à-dire la catégorie des jeunes filles, donc adolescentes, mais plutôt jeunes, donc 13-16, et c'est très souvent associé à des révélations, en tout cas à des préoccupations autour d'agressions sexuelles. Donc c'est assez... c'est très notable, c'est un vrai phénomène de société tout à fait nouveau. Probablement qu'il y a un lien avec toute la prévention et tout ce qu'on met en place. Et pour rester sur quelque chose de positif, c'est que je pense que
une prévention précoce, enfin en tout cas amener les gens vers ce sujet, leur permet de se révéler à eux-mêmes plutôt les choses, et donc ils viennent plus tôt. Probablement que ces jeunes filles, s'il n'y avait pas eu toutes ces campagnes, toutes ces mesures, toute cette médiatisation, ne seraient pas venues là, mais seraient venues dans des états plus graves plus tard. Donc pour moi, c'est pas quelque chose d'inquiétant qu'elles viennent. La scarification, ça correspond à quoi? C'est le fait d'utiliser un objet très coupant sur les bras la plupart du temps. Si c'est en dehors des bras, c'est un peu plus inquiétant, mais c'est sur les avant-bras et la face interne. Et pourquoi se font-elles couper mal comme ça? Je ne crois pas qu'elles aient mal sur le moment. Ce que ça produit, la scarification, c'est une décharge, une sensation très forte où la personne qui le fait a l'impression de reprendre maîtrise de lui-même. C'est ça qui est un peu paradoxal. C'est pas du tout suicidaire. Souvent, on confond les deux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les phlébotomies, c'est-à-dire où là, on se coupe les veines pour se vider de son sang et mourir. Ça, c'est un conduite suicidaire. La scarification, c'est vraiment une démarche de reprise en main de soi-même. On se donne une sensation, comme on peut le faire quand on se gifle, ou quand, vous voyez, où on essaie Enfin, ça fait quand même... C'est assez effrayant. C'est effrayant, mais dans la pratique en soi, c'est quelque chose qui n'est pas grave si c'est isolé. S'il y a d'autres choses associées, ça peut être... Mais en tout cas, c'est un bon motif pour venir consulter, on le voit souvent. Et le plus souvent, ça se passe assez bien et assez vite. Comment vous arrivez, parce qu'il y a aussi des parents dans cette histoire qui sont eux aussi terriblement meurtris et inquiets, désorientés, comment vous faites pour les associer au traitement, pour pas les laisser complètement à l'écart? Parce que parfois on peut avoir tendance à dire écoutez, laissez-nous faire. La première des choses qui est assez récente en pédopsychiatrie, c'est qu'on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un moment, il y a 30-40 ans, où on poussait à ce qu'on fasse sans les parents, et ça a été une erreur. Ça allait jusqu'à ce qu'on appelait les parentectomies, c'est-à-dire on s'occupait des enfants sans les parents. Et ça, c'était une erreur. Un enfant sans parents ne peut pas exister. C'est psychiquement, physiquement bien entendu aussi, mais psychiquement. Donc il faut absolument qu'il soit impliqué. Mais le problème de l'implication, c'est qu'il y a des risques, autant par excès que par défaut. Un parent qui est trop là empêchera que se développe soit le discours, soit des choses particulières, intimes chez l'enfant, et un parent qui est trop loin, ça sera aussi quelque chose de tout à fait... Donc, c'est une crête. Ce qu'on fait en général dans les consultations, c'est qu'on fait 2 temps, c'est pour ça qu'elles sont longues, nos consultations, un temps parent-enfant, qui en fait... déculpabilise, j'espère, un peu les parents. Le gros problème, en fait, de la place des parents, c'est que les parents culpabilisent, même si on ne leur dit pas que c'est de leur faute. Ils culpabilisent, ils sont parents, donc ils considèrent que ce qui se passe de bien chez leurs enfants, c'est un peu grâce à eux, mais ce qui se passe de mal chez leurs enfants, c'est un peu à cause d'eux. Ce qui est quand même pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont mal sans que les parents aient fait des choses incroyablement anormales. Par contre, même quand les parents ne sont pas spécialement en cause dans ce qui se passe pour leur enfant, par contre, il faut compter sur eux pour aider l'enfant à en sortir. Donc vous voyez, c'est une position un peu ambiguë. On ne peut pas les désigner comme auteurs ou en cause. Par contre, il faut qu'on les désigne comme aidants. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est un peu ambigu. Le chiffre, je ne sais pas s'il est toujours exact, on essaie à 20% le seuil de la population qui nécessite des suivis qui nécessiterait, psychiatriques. 20%, c'est vraiment la barre large de tous les désordres de santé mentale. On peut ramener à la moitié pour ceux qui ont besoin d'un suivi. Alors, la société est anxiogène, les parents, là-dedans, ils se retrouvent aussi démunis. Oui, et on voit... alors ça, c'était pour les enfants de l'ASE, dont on pourra reparler, ceux qui en plus sont d'autant plus à risque par rapport aux troubles c'est le deuxième, psychiques. je disais tout à l'heure qu'il y avait 2 populations qui s'étaient dégradées, c'est les jeunes filles et les enfants de l'ASE. Dans le Finistère, le chiffre aurait fortement augmenté ces 5 dernières années. Partout, ils étaient 1 sur 8 avec un vrai suivi psychiatrique qui serait 1 sur 3 aujourd'hui. Alors sur les suivis, je ne le savais pas trop. Après, je vous assure que c'est très difficile de le compter parce que il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui ne veulent pas que ça se sache, donc parfois on les a vus, ils ne veulent pas le dire, donc voilà, c'est assez difficile à Et mesurer. dans cette proportion, les mineurs non accompagnés, sachant que sans faire de discrimination, il y en a un certain nombre
qui arrivent de pays soit en guerre, Oui, soit avec qui ont connu des traumatismes. Avec des parcours ultra traumatiques, des guerres ou des viols, des amis qui se sont noyés. On en avait reçu un qui avait vu les amis se faire pousser à l'eau au moment de la traversée de Libye à l'Italie. Donc oui, c'est des parcours. Eux, je crois, représentent 20% des enfants confiés au département. Et paradoxalement, en tout cas ici dans le Finistère, à Marseille, moi j'en voyais plus, on en voit plutôt peu, donc ils n'occupent pas une part importante de nos suivis en psychiatrie de l'enfant. Peut-être qu'ils devraient venir plus. Alors, ce qui fait peur dans ces troubles, c'est la violence, en fait. Bien quand sûr. elle s'exprime et quand elle déborde, notamment alors, dans les établissements scolaires, on est tous... Les deux violences, contre soi, les suicides, vous parliez de scarification, mais la violence agressions contre les autres. Alors, est-ce qu'elles sont plus nombreuses aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle plus, peut-être? Les agressions, les meurtres, non. Et même plutôt moins. Parce qu'il y a eu Paradoxalement, oui. un film, une série plutôt, dont tout le monde a parlé, qui a été tourné en Angleterre, qui s'appelle Adolescence, qui est passé sur Netflix, qui est devenu une sorte de référent. Vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, j'en ai pensé beaucoup de bien et beaucoup de dimensions pédagogiques. Si on fait un débat accompagné quand même. Mais dans le débat, je mettrai quand même quelques points à discuter. C'est que l'enfant est presque trop normal. il me semble. Parce qu'il y a un passage à l'acte, et on ne comprend pas très bien pourquoi, ayant été élevé par des parents aimants et n'ayant apparemment subi aucune violence. L'avantage de cette présentation, c'est que des enfants peuvent être violents ou dangereux alors qu'ils paraissent normaux. Ça, on pourrait se dire ça. Si le débat du film, de la série nous amène à ça, c'est de penser inversement que tout enfant, tout adolescent, quelle que soit la famille, quelle que soit l'histoire et quelle que soit la situation, peut être criminel. Ça n'a aucun sens. Alors justement, parce que Sophie, vous parlez tout à l'heure de ces agressions dans les établissements scolaires qui ont ponctué l'actualité, qui sont extrêmement traumatisants. Souvent des jeunes garçons. Hein. Des jeunes garçons. Oui, c'est ces garçons, très principalement. Qui, le dernier en date, qui a poignardé une institutrice ou une enseignante et qui ensuite s'est retourné l'arme contre lui. Il est mort, hein, je vois. Et il est mort. Vous dites, c'est pas plus qu'avant, mais on vit dans une société où il y a des chaînes d'information, où tout ça prend une importance considérable, où on est tout une importance ausculté. Et une tolérance globalement bien moindre à ça, ce qui est plutôt bien. Hein, je veux dire, la violence interpersonnelle, que ça soit dans la famille, que ça soit dans le couple, que ça soit était immensément plus tolérée il y a 30 ou 40 ans. Donc il y a une tolérance qui a baissé. Oui, infiniment moins tolérée, vous voulez dire. Il y a 20 ou 30 ans, la violence. La violence était plus tolérée. On pouvait savoir qu'un enfant était frappé sans qu'on le dénonce. On pouvait savoir qu'il y avait des violences conjugales sans qu'on le dise. La société est plus répressive aujourd'hui. Beaucoup par rapport plus. Au comportement, à des comportements immenses. déviants dont on parlait bien peu, sûr, en fait. Bien sûr. Mais en meurtre, on a bien exploré ça, non. Le problème sur les meurtres, c'est assez facile à mesurer, puisque là, vraiment, c'était compté depuis toujours. Ce qui n'était pas compté, donc, on ne peut pas savoir, c'est les incivilités, les conduites d'intimidation, celles-là peut-être ont augmenté. Les contagions aussi, alors, oui, les contagions les réseaux sociaux. Par la médiatisation, oui. Bon, là, qui exacerbe aussi parfois ce qui peut être de l'ordre du psychiatrique. Mais sur les grands crimes, non. En vous disant ça, je ne vous réponds pas tout à fait à la question, mais donc... Mais si je vous réponds au moins une chose, c'est que je ne pense pas qu'on puisse vraiment le savoir. C'est au moins à l'encontre de ce qu'on dit que c'est de plus en plus. Il y a tout un débat aujourd'hui sur l'autorité qui fait que quand il y a un meurtre, arrive le ministre de l'Intérieur, tout le monde dit c'est la conséquence du laxisme de la société, et on en tire des conclusions un peu rapides. Ce qui est vrai, c'est que le surmoi a un peu disparu aujourd'hui. Tout le monde parle parfois à tort et à travers, et en plus c'est médiatisé. Et le surmoi n'aboutit pas forcément... l'absence de surmoi n'aboutit pas forcément à des conséquences extrêmes. Ben c'est ça. C'est-à-dire que, oui, on peut discuter d'un cadre éducatif moins rude ou moins clair ou moins ferme qu'avant,
Et ça peut avoir des conséquences en termes de santé mentale, mais plutôt du côté, pour moi, de l'anxiété ou des comportements agités ou des comportements d'opposition. Mais de là, pas forcément dans le passage à l'acte. En tout cas, pas dans l'acte criminel. Dans l'acte, si c'est ça peut être des bagarres, mais il faut éviter le qui vole un œuf, bonhomme vole un bœuf. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es agité, pénible, opposant que tu deviendras un criminel. Et il faut absolument qu'on évite ça, parce qu'autrement, ça fait une surstigmatisation, voire ça pousse ces gens. Il manque de moyens quand même dans les établissements. Vous l'avez pointé. Oui, vous espérez aussi que ça s'améliore pour travailler davantage l'école, avec l'école. Ouais. Depuis une trentaine d'années, a fait un acte extrêmement humaniste et généreux, qui est l'intégration de tout type d'enfants, quel que soit leur état, leur niveau, mais surtout quel que soit leur état psychique et comportemental. C'est plutôt bien sur le plan, on va dire, humaniste, mais ça a désorganisé énormément. C'est-à-dire ça demande des moyens, justement, d'accompagnement. C'est-à-dire que les enfants, il y a 30 ans, qui avaient des troubles du comportement, n'allaient pas à l'école. Ils étaient dans des instituts. Alors, on dit aussi que, les psychiatres disent qu'aujourd'hui, il y a faute d'autorité bien établie, les parois et de surmoi, du coup, les parois sont un peu molles. Les adolescents ne savent plus très bien où sont les limites, et que du coup, les maladies psychiques sont moins bien répertoriées, ou en tout cas, on est dans des continuums pathologiques, mais pas dans des grandes catégories comme on les connaissait par le passé. Il y a quasiment une personnalisation des troubles, mais comme on le dit pour plein d'autres sujets, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a jusqu'à il y a 30-40 ans, il y avait quelques catégories très claires, schizophrénie, bipolarité, troubles anxieux, dépression, arriération mentale, voilà, on était dans des choses quand même... Et là, on est dans énormément de pathologies de l'entre-deux, mais le bon côté, c'est que ça peut passer d'un à l'autre, y compris aussi s'améliorer. Donc voilà, c'est beaucoup plus... Et ça ressemble à la société, qui est à la fois plein de nouvelles possibilités, plein de choses absolument merveilleuses et géniales, mais en même temps, ça peut basculer très vite. Sophie, vous avez fait une enquête, vous, Hervé Chambonnière, enfin vous travaillez aussi en pool au Télégramme, sur... l'aide sociale à l'enfance. Sur l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Alors ce chiffre qu'on a évoqué tout à l'heure de l'augmentation de la prise en charge psychiatrique chez ces enfants-là, donc ça c'est une réalité aussi, ça veut dire qu'il y a davantage de risques chez eux. Comment on les prend en charge ? Parce que vous avez une expérimentation en cours dans le Finistère qui s'appelle Madéo. Voilà, on a une petite chance dans le Finistère, c'est que le département s'est beaucoup engagé sur ce sujet qui a l'air petit, santé mentale des enfants placés, ça a l'air un petit sujet pour un département. En fait, c'est un assez gros sujet, même si les enfants de ce foyer sont pas très nombreux. On est disons les choses clairement, les départements, pas seulement le département du Finistère, sont un peu débordés aujourd'hui, à tel point qu'on parle de recentralisation de l'ASE comme l'était la DAS par le passé. Oui. Il y a cette... Alors, c'est un débat qui est en fait pas nouveau. Je ne sais pas si ça serait mieux si c'était géré par l'État. Ça rapprocherait peut-être, pour notre sujet, c'est-à-dire la santé des enfants placés, ça les rapprocherait des hôpitaux, qui eux sont gérés par l'État, donc peut-être ça serait un peu mieux. Mais justement, dans le Finistère, on a pu faire ce rapprochement très, très fort, très engagé sur le plan politique avec Maëlle de Calan. C'est une maison, c'est une maison. Voilà, expliquez-nous ce que c'est. C'est une maison qui a la grande caractéristique d'être à la fois un lieu d'hébergement très, très, très fourni en éducateurs. Il y a au moins un éducateur par enfant en permanence, c'est-à-dire si vous faites les 3-8, ça vous multipliez par 3, et une équipe de soins psychiques qui est là en permanence aussi. Donc, en gros, c'est pour les enfants qui ont des troubles psychiatriques et des conduites d'agression sévères, et qui, dans le même temps, sont placés. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas s'en occuper. Est-ce qu'on a déjà idée de... Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça permet une... J'espère, on est en cours d'évaluation. Réinsertion ? Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut entendre derrière. Le premier grand objectif, qui était incroyablement difficile, c'était qu'il fallait absolument que ces enfants-là soient posés dans un endroit. C'est-à-dire que les enfants dont je parle faisaient 50, 60 familles d'accueil, des séjours de 6 mois dans un hôpital psychiatrique, puis à Quimper, puis il revient chez nous. Donc une espèce de balle de ping-pong qui finit par s'écraser d'ailleurs. Donc c'était vraiment le très grand objectif, c'est qu'on puisse
tenir avec eux pendant plusieurs mois et même... Pour finir, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, une dernière question sur l'autre volet de l'enquête du Télégramme, c'est la violence au sein parfois de l'ASE. Il y a des cas de maltraitance qui ont été évoqués, qui posent quand même des questions. Vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que c'est pas parce qu'il y a de la maltraitance à l'ASE que c'était pas pire dans les familles initiales. Il est insupportable qu'un enfant maltraité soit maltraité dans une famille d'accueil. Ça, c'est indiscutable. C'est une espèce de double peine malheureuse. Mais de là à penser que c'est quelque chose de généralisé, c'est une erreur dangereuse, parce que si on ne cesse d'évoquer que les systèmes de soins ne font qu'aggraver les maladies, bien entendu qu'il y a des situations anormales et catastrophiques à l'ASE, mais elles sont ponctuelles, c'est notre expérience, elles sont ponctuelles, et toujours se rappeler, comme vous le dites, que très 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 largement, les situations dans les foyers et dans les familles d'accueil sont moins pires que dans le système familial duquel il y a. C'est noté. Alors, je signale simplement que vous avez publié récemment 2 livres. L'enfance dérobée, qui est un livre plus grand public chez First. Survivre et trouver le chemin d'une vie meilleure, et comprendre ce qu'est la maltraitance et sortir des stéréotypes. Et un deuxième livre, qui est peut-être plus spécifique, sur la santé mentale des enfants placés. Oui. Pour les professionnels de l'enfance. Et du soin, les deux. Et ça, c'est publié chez RS. Merci Sophie Prévost. Merci Guillaume Bronsard. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. En attendant, portez-vous bien et bon week-end.